Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans la seule émission qui revient sur 50 ans et plus de pop et de geek culture. Avant de vous présenter l'invité qui va passer une heure de délices avec nous, laissez-moi vous présenter l'équipe de choc qui m'accompagne aujourd'hui. S'il pouvait se réincarner en Steven Seagal, il serait hyper heureux, notre chroniqueur cinéma, Rurik Salé. Il rêve de se réincarner en femme, c'est pour ça qu'il porte des sous-vêtements sexy, notre expert série télé, Joe Hume. S'il le pouvait, il écrirait un roman où je suis le héros, mais apparemment le monde n'est pas encore prêt. Notre romancier Laurent Kessy. D'un romancier à l'autre, il n'y a qu'un pas, puisqu'aujourd'hui c'est Henri Lovenbruck qui va nous accompagner. Attention, Henri, auteur de romans, de thrillers, de fantasy, traduit dans 15 pays quand même. Donc 15 langues déjà, peut-être plus de pays. Chevalier. De l'ordre des arts et lettres. Pas un chevalier du Zodiac. Allez, tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le film Kawaii Ebola Syndrome. Yumi accueillera un nouveau cosplayer dans sa boutique. Le Geektionnaire sera consacré au terme Demo Makers. Côté série, c'est Loïs et Clark qui seront dans la ligne de mire de Joe. RL vous parlera de la délinquance au Japon, c'est pas bien. Une enquête sur les super-héros, mais français ma petite dame. Fred et Seb, la team du joueur du grenier, replonge dans Dragon Ball GT. Le Focus BD sera sur Halo Jones par Laurent bien évidemment. Et pour finir, la shopping list. Henri, je vais déjà te présenter un petit peu au reste de l'équipe, même si je pense que tu les as déjà conquis à moitié, puisque sur ton bras gauche, Corto Maltese, et sur le droit... Et Blueberry. Sur le droit, Groucho Marx. Voilà. J'ai envie de dire, on peut arrêter l'émission. C'est vrai. Voilà. Henri, les amis, modestement, j'ai demandé à Henri juste avant, dans les coulisses, à combien d'exemplaires il est. Il m'a dit, bah, je ne sais pas, peut-être 1 million, peut-être 2 millions, peut-être 1 milliard. Non, allez, très honnêtement, non, ta première trilogie, La Moira, a été un gros carton, 300 000 exemplaires au total. Ouais. On te doit notamment le syndrome Copernic, L'apothicaire, Sérum, le dernier bouquin dont on va parler tout à l'heure. Henri, pour te resituer un petit peu tout ça, mes petits camarades auront 6 minutes au fil de l'émission pour te convaincre, de te plonger, de te replonger dans l'œuvre qu'ils vont te présenter. Tu peux bien évidemment intervenir et à la fin de l'émission, tu devras te mouiller, tu devras élire celui qui t'a vraiment le plus convaincu. Je peux mettre des notes ? Mais oui, tiens. Évoluons dans cette émission. Je sens que l'élève Rurik Salé qui devait... Toi, t'as passé quand même ta vie près du radiateur. Bien sûr. Chez vous, je vous rappelle que vous pouvez commenter l'émission sur les réseaux sociaux grâce au hashtag plus ou moins geek et le @ plus ou moins geek si vous êtes sur Facebook. Allez, tout de suite, on commence justement par le film le plus mignon du monde avec Rurik. Ebola Syndrome, tout un programme. Est-ce que tu l'as vu, ce film ? Non. Parce que, honnêtement, j'ai vu des films étranges, des étrangetés, des horreurs. Je crois franchement que c'est le film le plus poisseux que j'ai vu de ma vie. En tout cas, dans le top 5. Et tu nous en as présenté quand même des Et il y en avait des vénères. On va avant de parler avec des mots qui sortiront de ma bouche, qui me permet aussi de manger des choses, je vais vous proposer de regarder quelques petites vidéos. 伊波拉病毒係嚟自非洲土人嘅部落，亦係現時地球上最猛烈嘅傳染病。一經傳染，喺72小時之內就會七孔流血、內臟溶解，無藥可救。 C'est un documentaire ou c'est un film ? C'est extraordinaire, ce plan ne raconte rien. Non, c'est un film, mais qui se base sur une maladie d'abord qui est absolument hallucinante, qui existe vraiment, l'Ebola. Si, l'Ebola, on en parle très peu. C'est une maladie que tu attrapais ne serait-ce que par le toucher. Tu mourais en quelques heures, ton corps se décomposait tout de suite. Oui, c'est ça, il se liquéfie de l'intérieur, je crois. Tu peux en parler au présent, mais ça existe encore. Bien, le pire, c'est que ça existe encore. Mais comme ça se passe en Afrique, en gros, tout le monde s'en fout. Clairement, c'est ça. Alors, Hong Kong n'est jamais à court d'idées, surtout à l'époque où, à Hong Kong, justement, on pouvait faire des films très agressifs, très violents. C'est quand ? Ce film date, je suis très mauvais pour les dates, je dirais entre 88 et 92. Ah oui, voilà, on reste dans les années 80. Et à l'époque, à Hong Kong, il y avait ce qu'on appelle la catégorie 3. Ça existe encore, mais quasiment plus. C'était, on va dire, la censure maximale jusqu'à ce que le film soit totalement interdit. Donc il y avait des gens qui faisaient des films spécialement pour avoir ce label, parce qu'on recherchait ce genre de film. C'était des films qui étaient un petit peu trop secs, c'est très puritain à Hong Kong, horribles, qui exploitaient
exploiter un petit peu tout à la fois. Et voilà, en général, on mélangeait un peu tout, du cul, de l'horreur, etc. Ce film raconte l'histoire d'un garçon qui est un petit peu psychopathe, qui tue des gens et qui, pour s'échapper, va bien sûr, je sais plus où se passe l'Ebola, dans un pays d'Afrique, j'ai complètement oublié, il va s'échapper là-bas, il va de Hong Kong là-bas. Et là-bas, il travaille dans un restaurant et ça se passe très mal avec le propriétaire du restaurant parce qu'il est vraiment asocial. Et puis, à un moment, il se balade dans la campagne comme ça. Il voit une femme africaine par terre, visiblement mal en point. Lui, tout ce qu'il a envie, c'est de copuler. Alors, il lui fait l'amour. Non, mais voilà. Ah oui. Non, mais ça va dans le craspec. Oui. Sauf que, bon, déjà, il viole cette femme à moitié qui peut pas se défendre. Mais en plus, cette femme est porteuse du virus Ebola. Lui, on ne sait pas pourquoi, est immunisé. Donc, il revient. Parce qu'il est hongkongais. Parce qu'il est hongkongais. Il revient, il tue tout. Il tue, bien sûr, les propriétaires du resto parce qu'ils font chier. Il se dit, bah tiens, tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire des steaks contaminés à l'Ebola, je vais les vendre à tout le monde. Donc là, ça s'enchaîne, il transmet l'Ebola à tout le monde, parce qu'en plus, il va acheter de la viande contaminée, etc. Il finit par revenir à Hong Kong, la police le poursuit, il est dans la rue, il crache sur les gens pour que les gens chopent l'Ebola. Tu fais, mais putain, mais... Et bien sûr, il a un enfant dans les bras pour qu'on puisse pas lui tirer dessus. Tu dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi ? Et c'est complètement... Mais dans quel contexte tu l'as découvert ? En fait, c'est un grand classique. Pour une raison très simple, c'est que Anthony Wong qui joue... Henri a un petit doute, hein, quand même. Ça m'a l'air d'être un film très politiquement engagé. Ouais, c'est ça. Si tu veux, Hermanio, le réalisateur, est un mec vraiment hyper respecté. Il a fait plein de films un peu fous. Et son acteur, l'un de ses acteurs fétiches, c'est Anthony Wong, qu'on voit jouer le psychopathe, qui est concrètement l'un des meilleurs acteurs du monde, qui est couvert de prix à Hong Kong, qui joue X fois pour Johnny To, il est dans The Mission, il est face à Johnny Hallyday dans Vengeance, il est dans Exilé, il est aussi dans Infernal Affairs, qui a donné le remake par Scorsese des Infiltrés. Anthony Wong est un extraordinaire acteur, donc c'est pas juste un mec qui fait... C'est lui qui joue le serial killer. Enfin, c'est lui qui joue le serial killer, et c'est un type vraiment, il fait pas juste gigoter. Tu vois ce mec, tu te dis, je veux pas le croiser dans la rue. Il a ce pouvoir-là. C'est marrant parce que à l'époque, pourquoi a-t-il accepté ? Mais parce que il a une personnalité un peu fuck-off. Il est eurasien, c'est important de le préciser, parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'est jamais trop senti à sa place à Hong Kong, qui est quand même malgré tout assez, j'ose pas dire raciste, mais j'ai envie de le dire un peu quand même. C'est-à-dire que quand t'es pas totalement... Par exemple, à Hong Kong, il y a une énorme population, une énorme quantité de population qui vient des Philippines. Les gens des Philippines ne se mélangent pas avec les Chinois de Hong Kong. C'est très, très... Donc lui, il s'est certainement dans sa tête senti toujours un petit peu entre les deux. Entre l'Angleterre, du côté de son père et de sa mère, et le côté Hong Kong. Donc du coup, il a ce côté un petit peu fuck-off, un petit peu en dehors de la société, même jusque dans le choix de ses rôles. Et sa manière de jouer un peu extravertie, ça joue aussi. J'ai eu la chance de rencontrer Anthony plusieurs fois, dont sur le tournage de Vengeance avec Johnny Hallyday. Ouais. Donc on a beaucoup parlé de tout ça, c'est très intéressant. Et il dit en fait qu'il referait peut-être pas des films comme ça aujourd'hui, parce que même si il a revu le film, il m'avait dit, putain, je l'ai revu récemment à la télé, j'ai appelé un pote, je lui ai dit, mais comment on a pu faire ce truc? Et il a été couvert de prix pour ça ou pour d'autres trucs, et il était tellement... C'est sûr qu'avec la grippe, ça aurait été moins impressionnant quand même. Hein. La vieille performance, tu sais, il mime le rhume. Voilà. Il te reste à peu près 15 secondes, mais j'ai l'impression, je vois dans ton regard que c'est fini. Oui, bah, on peut encore enchaîner. Non, c'est fini alors. Ce que je veux dire, c'est que le film... c'est que le film... Tiens, on se touche le bout du doigt. Vas-y, continue. C'est que le film est formidable, vraiment, parce que au-delà de la folie de son sujet, il est extrêmement bien fait, poisseux, la musique t'accompagne jusqu'au truc, c'est vraiment un film jusqu'au boutiste dans l'horreur, c'est pas juste un délire. C'est vraiment fait avec talent, même si c'est horrible. Il faut vraiment le voir si on tient le coup. Voilà, et j'ai envie de lancer, toujours en gardant ce petit doigt vers Ulrich, un petit peu d'amour dans ce monde de brut. Mais tu as l'Ebola. Yumi. Salut à tous, aujourd'hui 4 indices pour deviner mon invité du jour. Indice numéro 1, elle a de longs cheveux blonds. Indice numéro 2, elle est toute en bleu. Indice numéro 3, c'est une magicienne. Indice numéro 4, c'est la sœur de Garen. Vous avez quelques instants pour réfléchir. Il est temps pour moi d'accueillir ma nouvelle invitée du jour. Bonjour. Pour le moment, tu es en civil, comment est-ce que je dois t'appeler? Aude. Et qu'est-ce que tu fais de ma vie? Je vais entamer une école de mode. Donc je pense que maintenant, il est temps de découvrir son identité secrète.
déjà Lux de League of Legends? Parce que j'adore le jeu d'abord. Et Lux, je voulais faire un groupe League of Legends avec ma binôme et j'adore le personnage que je trouve super joli. Et j'adorais cette tenue parce que sorcière, ça rappelle un peu l'enfance et voilà, ça m'a plu. Tu as commencé par un patron? Oui, j'ai d'abord commencé par un patron parce que j'ai pas pu aller chercher le tissu d'abord. J'ai passé 2 jours à bien confectionner les patrons, à bien visualiser comment j'allais faire. Et après, je me suis attaquée au tissu et c'est parti tout seul. Tu fais toi-même tes patrons? Tu procèdes comment? Je procède par moulage. Je prends du papier journal et je les épingle à mon mannequin. Puis après, je fais un peu par-ci par-là des plis pour bien que ça prenne la forme que je veux. Tu as utilisé quoi comme tissu? Ça, c'est du lycra lamé. Donc c'est la même chose que le lycra, c'est élastique, sauf qu'il y a les paillettes en plus. Tu as fait des genres de mailles? Oui, j'ai fait ces écailles en pâte fimo, en fait, et donc je les ai peintes après à la bombe. Et pour les épaulettes? Donc les épaulettes, c'est du tapis de sol. J'ai coupé les pièges, j'ai collé à la colle néoprène et j'ai juste recouvert du même tissu lamé. Tu as fait des ornements aussi sur les petites ailes? C'est de la peinture 3D, transparente. Donc après, j'ai juste eu à le recouvrir de peinture. Tu as fait ton chapeau aussi? Oui. Pareil, tu as utilisé un patron? Non, là j'ai juste fait du carton, donc ça c'est du carton. Et la haute forme, j'ai faite en mousse. L'ornement sur le chapeau, c'est de simili-cuir, type or. Je vois après que tu as des chaussures qui sont un peu des cuissards qui montent. Oui, c'est des covers en fait. Et donc c'est fait avec le même tissu élastique, donc qui permet d'avoir bien le moulage de la jambe. Et en dessous? Et en dessous, c'est un simple talon en fait. C'est des chaussures que j'ai prises chez moi. Donc, Après, tu fais comment ton arme? Donc la base, c'est un bâton de fer que j'ai recouvert de tapis de sol pour donner plus d'épaisseur. Pourquoi tu fais du cosplay en fait? En fait, j'ai découvert le cosplay en convention, comme beaucoup de gens. Quand je suis allée pour la première fois à ma Japan Expo, donc c'était ma première convention, j'ai vu des personnes qui étaient cosplayées et j'avais des yeux pleins de paillettes. Et je me suis dit, c'est vraiment génial que des personnes fassent ça parce que ça nous donne du rêve à nous et puis à eux aussi. Et j'ai appris à coudre et je me suis découverte une passion. Il est temps maintenant pour nous de passer à l'astuce du cosplayer. Donc si je dois donner un conseil à tout nouveau débutant, c'est de bien réfléchir à comment il va faire son cosplay. D'abord de faire un cosplay qui lui plaît, de faire des patrons, des recherches, pour pas qu'après ça devienne un peu n'importe quoi et qu'il ait vraiment de mal à continuer. T'as eu, toi, des gros ennuis de cosplay que les gens ne peuvent pas recommencer? J'avais fait une fois une sorte de corset qui a mal tourné puisque j'avais mal cousu les tiges. Et en fait, quand je l'ai porté, ça m'est rentré dans le ventre et je me suis retrouvée avec des bleus. Donc il faut bien faire attention aux coutures. Ça m'a fait très très mal. Et donc voilà, il faut faire attention aux coutures et bien vérifier qu'il n'y ait rien de dangereux, on va dire. C'est 3 jours de travail, 50 cm de simili-cuir, 2 mètres de lycra et 2 rouleaux de tapis de sol. Coupé! Le Geektionnaire, cette rubrique qui est entièrement dédiée à toi derrière ta télé qui te dit « Mais bon sang, ils m'ont encore parlé d'un terme et je n'ai rien compris. Pourtant, ça fait 3 ans que je les regarde, les petits salopios. » Eh ben, le Geektionnaire est là pour répondre à toutes vos questions. Bienvenue dans ce Geektionnaire sur les Demo Makers. Acteur de la démo-scène, un Demo Maker est un passionné d'informatique qui réalise des démonstrations techniques sur une machine aux capacités limitées. L'intérêt est d'optimiser au maximum le rendement de la machine par programmation afin de réaliser une démo, une démonstration, un spectacle audiovisuel composé de scènes calculées en temps réel. En 1982, à l'époque du Commodore 64, se trouvaient les crackers, qui n'étaient pas des biscuits apéro, mais des programmeurs qui cassaient les codes de sécurité des jeux payants pour les redistribuer gratos. En intro du jeu craqué, il y avait la signature du cracker, sous forme de texte au départ, puis cette signature évolua en logo animé avec de la musique. Certains crackers ont laissé tomber le craquage de jeu et se sont spécialisés dans ces animations en les améliorant petit à petit. Au bout d'un moment, pour produire des démos de plusieurs minutes de plus en plus élaborées, il fallut se partager les tâches. Un Demo Maker est donc codeur, graphiste ou musicien. Le codeur code, comme son nom l'indique, toute la trame, le squelette de la démo dans un langage informatique tel que le C++, l'assembleur, l'ASM, l'OpenGL ou le Direct 3D.
À cette trame, il ajoute les images et textures du graphiste et la bande-son du musicien. La démoscène prit son essor fin 80, début 90 avec les ordinateurs 16 bits tels que l'Amiga 500 et l'Atari ST, qui étaient assez balèzes pour gérer de la 3D, des effets graphiques et de la musique samplée. D'ailleurs, à l'époque, la musique était composée grâce à un tracker, un logiciel de lecture séquentielle d'échantillons audio monophoniques organisé par liste déroulante, un peu comme dans un orgue de barbarie, sauf que ça n'a rien à voir. Ces démos sont visibles dans des démo-parties, des concours de démos, véritables festivals de créativité informatique. On en trouve un peu partout dans le monde tout au long de l'année, les plus connus étant Revision en Allemagne et Assembly en Finlande. Selon le règlement de la démo-partie, les démos peuvent être développées sur à peu près toutes les machines programmables, de la calculatrice scientifique au PC de hardcore gamer. Une démo peut donc ressembler à ceci. Ou à cela. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous... Eh, mais j'avais pas fini! Joe va nous faire une chronique. Quand vous allez voir de quoi il va parler, vous allez vous dire, c'est de la merde. C'est bien lancé, Et vous aurez raison. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis. Ouais, d'une des pires séries de super-héros, mais meilleure série sentimentale qui pourtant à la base devrait être une série de super-héros. Il s'agit de Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. On regarde tout de suite, je sais pas, le générique ou alors une photo dans le caca. Duncan, qui a quand même tué toutes les séries dans lesquelles il est apparu. Duncan. Dean Cain, effectivement, qui joue le rôle de Superman et qui, assez ironiquement, a peur de l'avion. C'est une petite anecdote que je vous offre comme ça. Et Lois Lane, Lois Lane, jouée par la Desperate Housewife Terry Hatcher, qui elle, en revanche, n'a pas peur de s'envoyer en l'air. Joli. Question de manœuvre. Donc Superman. Je dis Superman, mais en fait non. La série est claire sur ses intentions dès le titre. Ça s'appelle Lois et Clark. Et le sous-titre, écrit en petit en dessous, c'est Les nouvelles aventures de Superman. C'est parce qu'on te dit clairement, dès le départ, qu'on va pas trop s'intéresser au mythe du super-héros et qu'on va plus s'intéresser à la vie du journal dans lequel travaille Clark Kent, à savoir le Daily Planet. Et on va suivre un petit peu la vie de tous les personnages et surtout la romance qui va se développer entre Clark et Lois Lane. C'est dire si c'est passionnant déjà à la base. C'est vraiment une série plus pensée pour les meufs. Ce qui est vraiment con, c'est que c'est une série qui au départ souhaite s'inspirer d'un auteur de comic book qui s'appelle John Byrne, qui a un petit peu, je vais pas dire révolutionné, mais qui a relancé vraiment le mythe de Superman à la fin des années 80. C'est lui qui a écrit l'arc narratif qui s'appelle The Man of Steel. Donc tout le monde aujourd'hui connaît le nom de Man of Steel à cause du film très mauvais qui est sorti de Zack Snyder. On a entendu un nom, c'est très mauvais. Mais comme c'est le public, on s'en fout. Continue. À la base de Man of Steel, ça a été un petit peu, on re-racontait une nouvelle fois, on réinventait un petit peu les origines de Superman. En fait, ce qui s'est passé, c'est que DC a voulu arrêter Superman. Ils ont demandé à Alan Moore d'écrire la dernière histoire de Superman. Whatever Happened to the Man. Voilà, exactement. Et John Byrne a été missionné pour refaire les origines qui seraient les nouvelles origines officielles de Superman. Exactement. Le personnage qui était censé ensuite relancer la série. Et donc, on a essayé d'en faire effectivement de Clark Kent un personnage un petit peu moins bouffon que d'habitude. On essaye de s'intéresser plus au personnage de Clark Kent et de définir dès la base Superman comme étant l'identité secrète de Clark Kent et pas l'inverse. C'est ce que la série va pas tenter de faire, mais en tout cas pour plaire aux fans de la série Superman, vont dire c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur le personnage de Clark Kent et Superman n'est que son identité secrète. Sauf que quand on regarde une série avec Superman, on a quand même envie qu'il sauve des gens, qu'il soulève des voitures. Mais en même temps, franchement, c'est vrai que le pitch m'intéresse absolument pas, mais c'est plutôt rigolo finalement de montrer un autre pan de Superman. C'est rigolo, sur 24 épisodes, ça commence à faire chier quand même. Ça commence à faire un petit peu long. D'ailleurs, ils s'en sont rendus compte puisque, et ça c'est vraiment ce qui aura apporté le coup de grâce à la série qui a duré 4 saisons. À partir de la fin de la saison 1, on s'est dit ok, il y a
trop de romance, les fans de comic books commencent un petit peu à gueuler, donc toute l'équipe est virée. C'est-à-dire que, à part les comédiens, d'ailleurs, ça me donne quelques idées. Il y en a quelques-uns qui sont remplacés, mais l'équipe scénaristique, la créatrice de la série sont remplacés, et on va missionner une nouvelle équipe scénaristique en leur disant, voilà, il faut qu'on garde vraiment la romance, concentrez-vous dessus, mais rajoutez-nous de l'action. Et à partir de là, la série commence vraiment à partir dans tous les sens, c'est-à-dire que tu n'as plus vraiment de direction artistique, à la limite, même si elle te plaisait pas la première saison, tu te disais, bon, au moins ils vont quelque part. C'était cohérent. Là, on te met des super vilains sortis de l'univers de Superman, mais tu ne sais même pas ce qu'ils viennent foutre ici. Il faut qu'il y ait de l'action. Bon, bah là, il y a un mec qui vient qui va essayer de défendre. de voir cette saison. Mais il y a quand même des super méchants. Il y a quand même des super méchants. Il y a quand même des super méchants parce que Luthor crève à la fin de la saison 1. Il revient. Non, c'est pas vraiment un spoiler parce que il revient, mais en fait, lui, le John Shee qui joue un John Shee, qui joue c'est vrai que cette série, c'est non, parce qu'il est super bon dans son rôle. Il joue le rôle de Lex Luthor dans la première saison, mais en fait, la série était tournée à Los Angeles. Et la personne qui joue le rôle de Lex Luthor habitait à New York, il en avait marre de faire des allers-retours tout le temps pour la série, donc il a dit, écoutez les gars, vous allez me faire crever à la fin de la saison parce que j'en peux plus. Et il est revenu, qui veulent pas tourner, il est revenu un petit peu dans la saison 3, dans la saison 4, mais vraiment de manière très sporadique. Du coup, à partir de la saison 2, on s'est concentré sur des méchants un petit peu historiques de la saga Superman, mais sans jamais vraiment leur rendre justice, parce que c'était vraiment un peu fait avec les pieds. Tu sens que c'était des gens qui étaient faits pour écrire des séries pour des adolescentes, et qu'on leur a demandé soudain d'écrire sur Superman, et que les mecs étaient alors bon, attends, on sait pas. C'est vrai que Superman, c'est un personnage casse-gueule. On l'a vu encore récemment dans Man of Steel. C'est un personnage qui est très difficile à adapter parce que globalement, c'est un dieu. Il a tous les pouvoirs. Donc, comment rendre Superman sensible et vulnérable, justement, en utilisant la personnalité de Clark Kent. Malheureusement, c'est mal géré dans cette série. Ça me permet d'ailleurs de poser une petite question à Henri. Alors toi, je crois que t'es pas très comics. Pas trop, non, je suis plus BD, je suis un vieux moi, ouais. Donc je dois être dans la moyenne haute. C'est très vieux les comics Superman, il est écrit en 1933. C'est vrai, même, c'est vrai. Non mais je lisais, tu vois, j'ai des Strange quand j'étais petit, tout ça, voilà. mais j'ai décroché assez vite, ouais. Et, par contre, série télé un peu plus. Ouais, série beaucoup, énormément. Ouais. Je suis un gros téléphage, je lis énormément, enfin je regarde énormément de séries. Que je regarde en général, j'achète les coffrets DVD parce que moi j'aime bien les regarder tous d'un coup. Tu fais tout légal. Je fais tout légal parce que je suis écrivain, donc la défense du droit d'auteur me touche particulièrement. Alors que Laurent Kessy s'en fout complètement. Non, mais après, je critique pas les gens qui téléchargent, c'est juste que moi, j'ai les moyens de m'acheter j'ai les moyens d'acheter les DVD, donc je les achète, et puis j'aime bien les avoir. En plus, c'est pareil, je suis un peu de cette génération où on aimait avoir nos disques, on aimait lire les livrets et tout, et j'aime bien avoir les DVD, quoi. Mais en revanche, je suis incapable de les regarder à la télé parce que attendre une semaine pour avoir l'épisode suivant, ça me rend hystérique, quoi. Donc, mais oui, j'en regarde beaucoup, ouais. Écoute, je te prépare les 3 saisons de Plus ou moins Geek en DVD, comme ça tu pourras rattraper ton retard. Je les regarde en 24 heures, je me fais un... On te fait la 4 pendant la chronique d'RL, justement. Et tout de suite, RL. Non, c'est fini. Non, je n'ai pas envie. RL a gagné. RL est plus fort que toi. RL frappe des hommes. T'as pas envie d'être le prochain, tout de suite, sa chronique. RL, je te vois, je te défonce. T'es où? Je te vois, je te défonce. Alors les petits otaku de merde, vous avez lu 3 mangas et vous pensez tout connaître sur la culture japonaise? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez ma pipe dans le cul? Mais moi je vais vous apprendre la vie, moi, c'est à cause de vous qu'il y a des préjugés à la con comme celui-là. Au Japon, les gens ils sont gentils. C'est pas tout à fait faux. Laissez-moi vous expliquer en 3 points et de façon élégante pourquoi cette idée peut se discuter. Point numéro 1. En fait, c'est l'impression qu'on pourrait avoir. La petite délinquance au Japon est assez rare. On peut se promener dans la rue, le sac ouvert ou dans les transports, pas besoin de surveiller ses affaires. On peut aller dans un café, poser son sac, laisser son portable ou son porte-monnaie en évidence et personne ne prendra jamais rien. Et même, les Japonais ramènent les objets trouvés. Le problème, c'est que les Japonais à Paris, du coup, ça devient des cibles faciles. Point numéro 2. Dans une société où la collectivité prime sur l'individualité, il est normal de se surveiller les uns les autres. Pour cela, j'ai envie de vous parler du système des Koban. C'est un petit poste de police de quartier qui est équipé d'1 à 5 agents. Ils ont diverses tâches, comme récupérer les objets trouvés ou encore indiquer le chemin aux personnes qui se perdent. Ils servent également à ficher les habitants du quartier, qui le font souvent de façon complètement volontaire. Ils ont également des patrouilles qui leur permettent de gérer le trafic ou encore interpeller des individus suspects. Ça me rappelle l'histoire d'un ami qui se promenait avec sa copine sur un vélo. Et là, une patrouille les poursuit. Ils s'arrêtent sur le côté. En fait, être à 2 sur un vélo au Japon, c'est interdit. Point numéro 3. Par contre, le crime organisé est très présent au Japon. Les Yakuza ont même carrément pignon sur rue. Ils gèrent la prostitution ou les bars à hôtesses, les jeux clandestins ou encore l'extorsion de fonds. Il est souvent difficile de remonter jusqu'à leur chef et pourtant ils bénéficient d'une grande notoriété. Par ailleurs, ils sont connus pour leur aide à la population. Vous avez peut-être entendu parler d'eux lors de la catastrophe de Fukushima. Donc si j'ai bien compris, je vais pas draguer la femme d'un Yakuza dans un bar.
comme Rurik. C'est bien, tu fais des progrès. Et toi, chez toi, si t'as toujours pas compris, je viens manger ta grand-mère. Au revoir. Allez, on continue l'aventure plus ou moins geek avec le grand sujet de cette émission. Je vous l'ai introduit dans le sommaire avec ma voix sexy. Ce sont les super-héros, mais attention à la sauce française, et ce sujet m'a été inspiré par Monsieur Kessy. Et oui, c'est de sa faute. Il m'a dit il y a des super-héros en France. Défendons le français, la France, messieurs, dames. Tout de suite, le sujet, on se retrouve juste après. Ah, c'est sûr que pour Wolverine, Spider-Man, Batman, Hulk et les autres super-héros américains, c'est facile de frimer. On se la pète du genre « Oui, moi mes comics sont lus dans le monde entier. Oui, on fait des blockbusters sur mon histoire. Eh, devine qui va jouer mon rôle au Cinoche ?» Mais la France n'est pas en reste, et c'est ce que nous allons vous prouver par A plus B. Quoique, laissons les maths et écoutons ce qu'a à dire Xavier Fournier, notre expert. À partir de quelle période trouve-t-on des super-héros français ? Le début du XXe siècle. On trouve dans des romans français, par exemple dans des romans de Jean de La Hire, des personnages qui sont, quand on les lit aujourd'hui, qui semblent tirés de comics. Donc nous n'avons pas copié les Américains. On va dire simplement que ces choses-là, elles apparaissent à peu près au même moment partout à la surface de la planète. Il y a les gens qui s'intéressent un peu au manga connaissent Ogonbat, qui est un personnage à super pouvoir chez les Japonais, qui lui aussi date du début du XXe. Donc on n'a peut-être pas la primeur, mais on y pense en tout cas en même temps que les autres. Y a-t-il un super-héros d'avant-guerre en France ? Non, le vrai retour du super-héros de bande dessinée en France, c'est plutôt dans l'après-guerre. C'est à partir de 1946 des personnages comme Fantax. C'est un personnage de bande dessinée qui a les mêmes codes, qui a une identité secrète, qui est un aventurier et qui vit des aventures forcément là aussi extraordinaires, qui trouve des civilisations perdues, qui affronte des gangsters, y compris un certain terrible Al Capi dont on reconnaîtra vaguement l'influence américaine. L'influence américaine, elle est tellement là que finalement le gars se prend la censure. Parce que, pour plein de raisons politiques, dogmatiques, on trouve d'un côté des gens qui n'aiment pas du tout cette idée que on est des hommes qui se mettent au-dessus des lois. De l'autre côté, on trouve aussi des gens qui disent c'est d'inspiration américaine, nous étant plutôt à gauche, on ne peut pas tolérer ça. C'est un petit peu à ce moment-là, par défaut, que les super-héros finalement deviennent américains parce qu'on arrête la création on décourage la création de super-héros français bien de chez nous. À quelle période les super-héros reviennent-ils en France ? En 80, les éditions Lug, ils relancent un magazine qui jusque-là s'intéressait aux cow-boys, qui s'appelait Mustang. Et ils relancent Mustang en le peuplant exclusivement de bandes dessinées de super-héros français. C'est à ce moment-là, quelque part, que ça se cristallise. Quel est le parcours des auteurs de super-héros français ? Ces gens-là, ont d'abord commencé comme retoucheurs dans l'atelier de Lug, et puis petit à petit, on produit des bandes dessinées quand il fallait boucher des sommaires, et puis sont devenus reconnus comme des auteurs à part entière. Pour Micros, on a Jean-Yves Mitton. Et puis, Photonique est dessiné par quelqu'un qui s'appelle Siro Tota. Et là aussi, on y est vraiment, quoi. On est vraiment dans les codes des super-héros et dans des situations qui n'ont rien à envier aux comics américains. Comment évoluent les super-héros en France ? On retrouve effectivement pratiquement chaque décennie des tentatives de relance. La seule, peut-être, décennie où on ne trouve pas grand-chose, c'est une petite parodie par-ci par-là, c'est les années 90. Donc dans les années 2000, il faut réinventer l'eau chaude. L'approche actuelle, par exemple, de quelqu'un comme Serge Lehmann, dans des projets comme la Brigade Chimérique qu'il a coécrit et dans Masqué, c'est d'aller chercher dans les romans des années 20, tous les surhommes possibles, tout le potentiel, tout le terreau qu'on a, et de dire ces personnages à super pouvoir, utilisons-les comme ils auraient pu, comme ils auraient dû être utilisés si on n'avait pas eu des bien-pensants qui nous avaient dit c'est pas de chez nous. As-tu vu émerger des super-héros intéressants sur les nouvelles plateformes ? Il y a des choses intéressantes, il y a aussi des choses qui sont très limitées parce que certaines personnes sont convaincus que pour faire du super-héros français, il faut singer les Américains et on va créer une nouvelle vague, alors qu'on n'a pas besoin de ça, on a tout cet héritage-là qui attend qu'on le réveille. Si on doit faire la comparaison avec les Américains, quand ils ont créé Spider-Man, ils ont créé Peter Parker aussi, donc il y a une histoire, il y a des choses comme ça. Quand on lit Masqué, c'est pas simplement savoir comment le gars a reçu ses pouvoirs, c'est aussi un personnage qui a son origine, qui a sa sœur, qui a des trucs comme ça, et des fois, le côté
des super-héros français a un effet de verre grossissant qui fait que les gens qui veulent se lancer là-dedans s'arrêtent au costume, à l'originalité du pouvoir ou de l'origine, et se perdent un peu dans ce qui nous rendrait intéressant le reste, quoi. La France a-t-elle inspiré des super-héros américains ? On a eu un truc qui s'appelle les Héros de Paris. Alors les Héros de Paris, ça c'est marrant, c'est une parodie de la Ligue de Justice faite par Marvel, et où les gars sont à Paris mais passent leur temps à manger. Il y a la chose des 4 Fantastiques qui vient leur rendre visite et qui est même super ému parce que ça lui rappelle le bon temps où les super-héros se prenaient pas la tête pour des questions un peu cyniques, et il voit ces gars-là qui systématiquement, avant les combats, après les combats, après avoir fait la pause, vont manger. Et puis il y a 2-3 ans, il y a eu un personnage qui a beaucoup plus fait parler de lui, qui s'appelle Night Runner, qui en français a été traduit par le parcoureur, qui est la version française de Batman, enfin une sorte de recrue, parce que Batman a exporté la licence à travers le monde, une recrue française, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, et surtout aux États-Unis d'ailleurs, parce que ce Batman-là, ce Night Runner, c'était un personnage musulman, et les milieux conservateurs ne comprenaient pas qu'un héros français soit musulman. Comment vois-tu évoluer le super-héros français ? Plus on est de fous, plus on rit. Et plus un genre arrive à vivre avec certains projets qui auraient peut-être pas dû passer l'aiguillage éditeur, plus ça montre finalement que c'est un truc en expansion. Et puis en plus, fondamentalement, il n'y a pas de mauvais héros de BD, qu'ils soient super-héros ou pas d'ailleurs, ils sont toujours récupérables. Merci Xavier. Et rajoutons l'excellente publicité mettant en scène un super-héros français, Vendôme. Moi, je vais enfiler un slip et une cape et je vais aller botter quelques culs aussi. Henri, il est temps de te creuser. Mais oui, j'ai envie de te creuser, mon garçon. Plus sérieusement, tu fais partie de la Ligue de l'Imaginaire. Ouais, il y a 5 ans, presque 6 ans maintenant, on était au départ 5 auteurs. Après, on était 6, après on était 7, maintenant on est 11. Donc c'est essentiellement des écrivains qui naviguent dans les littératures de l'imaginaire, du thriller, du polar, du fantastique. Bernard Werber, qu'on a reçu ici, en fait partie. Il y a Bernard Werber, il y a Maxime Chatham, il y a Franck Tillier, il y a Éric Witzel, il y a Patrick Marc Lévy. Non, il n'y a pas Marc Lévy. Pourtant, il fait du fantastique. Oui. Mais voilà. Barbara Abel, qui est la première femme. On est des auteurs. Alors dans la Ligue, il y a des auteurs qui marchent très 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 bien comme Bernard Werber et d'autres qui marchent beaucoup moins bien. On n'est pas du tout. J'ai cru que tu allais dire comme moi. Donc l'idée, c'est pas du tout. On n'est pas là pour parler de succès commercial et tout. En revanche, il y a un contraste énorme sur la place médiatique qu'occupe l'imaginaire en France et le succès réel que ça peut avoir auprès des lecteurs. C'est-à-dire que on a très très peu de magazines, de presse écrite et d'émissions de télé en dehors de la vôtre évidemment, qui s'intéressent à des auteurs comme nous et qui s'intéressent aussi à ce cinéma-là, à cette littérature-là, à cette peinture-là, etc. Vous aviez les mots de minuit qui a disparu. Ouais, alors il y a Apostrophe aussi a disparu. Non mais je veux dire, il y a des moments. Non, c'était il y a quelques mois. Il y a des moments où on a par exemple, il y a Michel Field qui nous reçoit tous les ans parce que voilà, lui, il aime bien ça, il est ouvert à ça. Mais globalement, il faut reconnaître que c'est toujours dur de le placer en télé. C'est toujours un peu difficile à placer en France médiatiquement. Donc nous, c'est un peu ce combat-là qu'on voulait mener. Et puis aussi, on voulait un peu travailler avec les universités, les élèves, les médiathèques. On se déplace beaucoup, on fait des conférences. Et enfin, on voulait aussi faire profiter de la chance qu'on a eue de rencontrer un certain succès à des auteurs plus jeunes et débutants. Donc on a créé un prix littéraire qu'on a fait en partenariat avec les grands boulevards à Paris. Donc le prix a été remis au Grand Rex. Et l'idée, c'est évidemment de récompenser un auteur qui n'est pas forcément à son premier roman, mais qui est un peu au début de sa carrière. Alors pourquoi Laurent Kessy ne l'a jamais eu ? C'est le tribunal. Il est encore... Ah ben oui, c'est vrai. Il est encore un peu jeune, mais nous le surveillons de près. 22-23 ans. Nous le surveillons de près. Et vous réunissez assez fréquemment ou secrètement. Et on boit du vin chilien. Voilà. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? C'est une tradition. C'est une tradition. Dans les catacombes. Est-ce que la Ligue de l'Imaginaire, vous avez vos cartes oranges ? Ok. Pendant que les gens me huent tout de suite. Oh mince. Oh, je viens d'exploser des postillons. Le temps que je nettoie la table. Fred et Seb, Rétro TV. Allez, Fred et Seb, Rétro TV. On se retrouve juste après pour continuer cette formidable émission sans postillons. Ah bah il a bien cherché, t'as celui-là. Pourquoi ? C'est le créateur de Dragon Ball GT, tu reconnais pas ? Saloperie, ouais. T'as vu sa tête de con et sa moustache ? Comme Vegeta.
Ouais. Oh putain. Tu te souviens de Dragon Ball GT? Je pose ma valise. Ah, hélas, oui. Ah, le générique était bien. Oui? Le générique était bien. C'était un peu émouvant. C'est des... Il y a la version de Bernard Minet aussi. C'est vrai? Ouais, il existe en français ce générique. D'accord. Cela dit, je voudrais rétablir une vérité quand même, c'est que Dragon Ball GT, ça aurait pu être pas mal. Bah, le pitch de base est cool dans le sens où il va complètement dans la direction de Dragon Ball. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Normalement, Dragon Ball GT, Grid Travel, c'est censé s'orienter dans un truc Dragon Ball. C'est-à-dire le début, vraiment, quand ils partent sur d'autres planètes pour chercher les boules de cristal, etc., avec Trunks, Pan et Sangoku petit. D'ailleurs, Goku, voilà, physiquement redevient petit comme dans Dragon Ball. Donc, ce qui est absolument con. C'est con, c'est absurde. Mais il a 64 ans. Oui. Au moment où il redevient petit, il est censé avoir 64 ans dans l'anime. Il a un QI de volaille asthmatique. Il est toujours aussi con. Et encore une fois, je dis, les premiers épisodes auraient pu être très bien, parce que c'est quand même, ça revient d'un tri Dragon Ball, mais à la moitié de la série, ils se sont complètement arrêtés. D'ailleurs, on parlait de Trunks, Pan et Sangoku petit, tu sais que le design a été créé par Toriyama. Je sais pas s'il n'en avait plus rien à foutre, mais en tout cas, il voulait arrêter. Ça, c'est clair. Oui, non, mais c'est sûr, mais depuis la saga Cell, déjà, il voulait arrêter. Après Freezer, il s'est dit, bon, ça serait bien d'arrêter. Il a continué quand même, il a dit, bon, j'ai une bonne idée, je vais faire Cell. Après Cell, il a dit, bon, là, j'arrête. Et là, la Toei Animation est arrivée. Qui a tiré sur la corde, sur les mamelles. On veut du lait, donne. Le début de DBGT, ça allait, c'était cool. S'il n'y avait pas eu la putain de moustache de Vegeta. Un connard. Non. D'abord, on va le violer. Laurent sera-t-il un jour un membre de la Ligue de l'Imaginaire? Moi, j'y crois pas, mais tout de suite, il va défendre son morceau. Je vais défendre mon morceau. Mon morceau, c'est un gros morceau, c'est Alan Moore. Putain, mais ça n'arrête pas. J'en ai déjà parlé ici. Donc, c'est un titre. Vous connaissez tous les bouquins d'Alan Moore, From LV pour Vendetta, Watchmen. Toi, tu connais pas grand-chose, mais les vrais gens qui s'intéressent à la bande dessinée connaissent tout ça. Ah, c'est ça. Frère Michael Moore. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de sortir les chaussons de la honte pour l'inviter? Ça serait une première. Ça serait une première. C'est notre prix, la Ligue des chaussons. Henri, voilà. Le prix crac-crac de plus ou moins. Si vraiment t'es courageux, t'as le droit de mettre tes mains dedans. Vas-y, Laurent. Un titre moins connu que les autres d'Alan Moore qui s'appelle La Balade de Halo Jones, et on va regarder, je pense, une vidéo avec une musique extraordinaire. Leslie Boulawan. On est en 1984 quand Halo Jones commence à être publié dans la revue 2000 AD, 2000 AD, dont je vous ai déjà parlé. À l'époque, Moore, il a déjà commencé V pour Vendetta, il est déjà sur Swamp Thing aux États-Unis et il va commencer Watchmen. Donc c'est une période assez faste pour Alan Moore. Il décide de bosser pour 2000 AD et de sortir un peu de la ligne éditoriale de la revue. Et qui est pour lui, il dit c'est Guns, Guys and Gore. Voilà, c'est des trucs qui défouraillent avec des mecs bien testostéronés. Et donc il décide avec Halo Jones de raconter la vie d'une nana tout à fait normale. Donc il y a pas de flingue, il y a pas d'action, il y a pas et dans ce recueil qui regroupe tout l'intégrale de la balade de Halo Jones. C'est découpé en trois chapitres, 3 books, 3 livres. Dans le premier, Halo Jones part faire du shopping avec ses copines, voilà, on en est là. Et on est plongé dans un univers futuriste avec des mots qu'on comprend pas, avec on sait pas trop ce qui se passe, il y a plein de pas de la novlangue mais plein de néologismes, on comprend rien. On est plongé carrément dans un truc qu'on va découvrir peu à peu. Donc on découvre Halo Jones. La novlangue parce que c'est hyper. La novlangue, bah, c'est pas vraiment ça mais c'est novlangue plus néologisme derrière. D'ailleurs, c'est très compliqué, je pense qu'on a perdu. Non, la novlangue c'est la langue utilisée dans 1984 et qui est une espèce de non-langage pour essayer d'appauvrir les idées, voilà. Et donc il y a des néologismes, c'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on connaît pas qui sont des mots du futur en fait. Et donc Alan Moore nous plonge dans ce futur du 50e siècle avec cette nana qui est tout à fait banale, qui est une ado qui va faire du shopping dans une espèce de centre commercial qui flotte sur le bord de la côte est des États-Unis. Et puis il leur arrive quelques aventures, mais vraiment des petits trucs. Elles sont bloquées, le métro est passé, elles peuvent plus rentrer chez elles. Enfin, et puis elles rentrent chez elles, les nanas, et elles découvrent que leur ami leur coloc s'est fait tuer. Et Halo Jones, un peu dégoûté, décide de partir de ce monde qui ne lui offre rien et décide de partir sur un vaisseau spatial où elle va être serveuse. Elle s'engage un petit peu dans tout d'un coup, elle retourne elle sert des burgers. Bon, et là, et ben c'est ça. Voilà, on suit.
Moore, il veut raconter la vie d'une femme banale, mais dont on apprend après qu'elle va devenir extraordinaire. On a un chapitre, c'est des épisodes de 5 pages à chaque fois, publiés dans 2000 AD. Et on a un chapitre qui montre dans un futur encore plus lointain, un chercheur qui raconte que Halo Jones a eu un destin extraordinaire et tout ça, qu'il a fait des recherches sur elle. Et on sait pas trop pourquoi, parce que nous, on la suit comme ça, elle est tout à fait banale. On voit juste les trucs chiants, mais tout son destin de ouf, ouais, en fait, on l'a pas. L'idée de Moore, c'était de raconter la vie d'Halo Jones de son adolescence à sa mort à 90 ans, quoi. Enfin, de raconter toute sa vie. Sauf qu'il s'est arrêté au 3e volume et il voulait en faire 9. Et au 3e volume. Trop de boulot ou trop de projets en même temps. Des embrouilles avec l'éditeur, toujours des histoires de droit avec Moore, c'est un peu toujours la même histoire. Et donc, il a pas pu raconter tout ce qu'il veut. Mais à partir du deuxième boucle, du deuxième tiers du bouquin, ça devient vraiment complètement fou. Elle est serveuse dans un vaisseau spatial où il se passe des choses bizarres. Il y a un des passagers dont elle va livrer les repas, mais qu'elle met toujours devant la porte, elle peut pas le voir. Et un jour, ce passager l'appelle, elle rentre. Et c'est le passager le plus important du vaisseau, soi-disant. Elle rentre et elle voit, en fait, il s'agit de plusieurs rats collés ensemble par la queue, comme ça, et qui lui demandent de l'aide. Des rats tout à fait banals, reliés à un ordinateur. C'est du Alan Moore à 200%. Et elle aide le rat. Et puis, on ne sait pas pourquoi ce rat est là. C'est le passager le plus important du vaisseau et on ne sait pas. Et on apprendra à la toute fin du 3e volume pourquoi ce rat est là, et on se dit c'est hallucinant. C'est du grand Alan Moore au niveau des idées. Mais moi j'ai une question, parce que qui est beaucoup de mal à rentrer dans l'univers d'Alan Moore. Est-ce que c'est une œuvre par laquelle on peut rentrer, ou c'est vraiment une... Quand tu lis Halo Jones, c'est vraiment que tu t'es tapé tout le reste avant, quoi. Ouais, tu le lis après Watchmen, après Fromel, après tout ça, je pense. Ouais. Il vaut mieux commencer par les gros chefs-d'œuvre d'Alan Moore. Ça reste quand même... c'est un truc mineur d'Alan Moore, ça reste au-dessus des bons trucs des autres, quoi. Tu vois, c'est quand même super. Le dessinateur, j'en ai pas parlé, il s'appelle Ian Gibson. C'est du noir et blanc, hein. C'est le frère de Mel. Voilà, évidemment. Tu peux les garder. J'ai envie qu'on les applaudisse. Et qui est un habitué de 2000 AD et qui a un dessin assez péchu, tu vois. Bon, c'est un peu daté, mais... Oui, c'est très années 60, 50. On dirait presque des EC Comics de l'époque. Ouais, en plus anglais, c'est un petit côté européen aussi, quand même, voilà. Le mec avait déjà bossé sur Judge Dredd. Ouais, un petit peu, ouais. Il a vraiment œuvré sur plein de titres. On dirait presque un truc de Tales from the Crypt, quoi. Ouais, il a œuvré sur plein de titres de 2000 AD. Et le troisième volume, je finis, le troisième volume, c'est un petit peu la guerre du Vietnam interstellaire et Halo Jones s'engage dans l'armée et affronte, alors encore une idée un peu tarée, elle va dans ce qui s'appelle le crush, qui est une zone où le temps est ralenti. Donc pour elle, il se passe 5 minutes, elle tire 3 coups de feu, et lorsqu'elle revient, elle sort du crush, il s'est écoulé 3 semaines, elle a été promue sergent, voilà. C'est une adaptation de Martin par Alan Moore. Martin au shopping, Martin sur un vaisseau spatial, alors c'est dommage. Vietnam. Ça aurait été bien qu'on ait toute la vie de Halo Jones et qu'on voit où il voulait en venir. Je pense qu'il avait plein de choses prévues, mais en l'état, ça reste quand même une super bonne BD. C'est traduit en France et vachement envie. Voilà, très bien. On a déjà des concours à la fin de l'émission, allez, c'est bon. Et ben voilà. Gardez vos petits points, les amis. Mais on peut arrêter de parler avec des petites voix comme ça, un petit peu comme ça. Tu peux arrêter de parler avec des petites voix. Ok, je vais parler avec une voix virile. Maintenant, nous allons pouvoir permettre à Henri de retirer les chaussons Jacques Chirac du bébé de show et on va s'intéresser à son dernier roman. Le mystère Full Canelli, qui va me permettre, attention, pendant cette chronique, je vais pouvoir un petit peu étaler ma science. Peut-être qu'Henri va me dire après, t'aurais mieux fait de la fermer. Peut-être, hein, t'as le droit. Je me permettrai pas. Une nouvelle aventure d'un héros récurrent. Tu peux nous en parler un petit peu? Fais-nous un pitch un peu à la Rurik, avec un peu d'Ebola et... Alors, le mystère Full Canelli, c'est donc le troisième roman que j'écris avec pour personnage principal Harry Mackenzie, qui est un ancien flic des renseignements généraux, mais qui s'est fait virer parce qu'il est un petit tout anticonformiste. John Fitzgerald Mackenzie. Ouais, exactement. Ah, excusez-moi. Tu reprends la promo dans 2 secondes. Voilà, hop, ça c'est cadeau, parce que franchement, c'était... Vous avez le pyjama qui va avec, là. Très nul. Et d'ailleurs, tu sais quoi, tu es privé de discussion pendant le reste de la promo. Vas-y, Henri. Et donc ce troisième roman raconte une histoire qui, moi, m'intéresse depuis que je suis adolescent, parce que j'avais lu un bouquin qui s'appelle Le mystère des cathédrales, et qui est un livre de Full Canelli, donc qui a été publié sous le pseudonyme de Full Canelli en 1926,
Et depuis 1926, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de deviner qui était Fulcanelli, qui se cachait derrière ce pseudonyme, et personne n'a jamais réussi à... Il y a des légendes, il y a des rumeurs. Des noms qui circulent. Il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé. Il y a des gens qui ont pensé que c'était Camille Flammarion, des gens qui ont pensé que c'était Rosny Aîné, l'écrivain. Il y a des gens qui ont pensé que c'était Julien Champagne, celui qui a fait les peintures de l'ouvrage. Il y a des gens qui ont pensé que c'était le préfacier, à savoir Eugène Cancelier, etc. Et cet ouvrage qui, au début, n'a pas eu un grand succès, c'est un ouvrage d'alchimie dont le message principal est de dire que dans les cathédrales et dans l'architecture gothique en général sont cachées des clés ésotériques, des symboles qui ne peuvent être transmis que de cette manière-là, en tout cas par les bâtisseurs des cathédrales, sur l'alchimie, sur l'ésotérisme, etc. Alors, c'est un peu la matrice du Da Vinci Code, alors, en quelque sorte. Ouais, bien sûr. Enfin, ça reprend déjà à l'époque, quand il est sorti en 1926, c'était déjà la synthèse de beaucoup de textes qui avaient été écrits sur ces choses-là. Même Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, dit à peu près cette chose-là, mais de manière évidemment moins fouillée. Et toi, dans le roman, ça commence déjà par un meurtre ? Ça commence par un meurtre, absolument, à cause d'un des livres de cet auteur, parce qu'il y a le Fulcanelli, et donc on ne sait toujours pas qui c'est, mais aurait écrit 3 livres. Il y en a 2 qui ont été publiés, et le 3e n'a jamais été publié. On ne sait pas ce qu'il est devenu, il a disparu. Donc je me suis dit, je vais faire un roman qui à la fois raconte cette histoire, parce que c'est une histoire qui est passionnante, hein, vraiment. Depuis presque un siècle maintenant, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce sujet. Et donc je voulais à la fois raconter cette histoire et puis là c'est plus le côté fiction et action, imaginer qu'on pouvait peut-être retrouver le 3e livre qui n'est jamais paru, quoi. Ce qui est amusant, c'est que ce livre a eu au début très peu de succès. Il s'est vendu 400 exemplaires de 1926 jusqu'à la fin des années 50. C'était vraiment un succès de livre. Jusqu'à ce que sorte Le Matin des Magiciens, qui lui a été un énorme best-seller, je crois que c'est en 62 si je me souviens bien, ou 64, je sais plus, un livre de Poels et Bergier, qui était un livre qui faisait un peu une somme de tous les grands mystères de l'ésotérisme, etc. Et ce livre a été un énorme best-seller, et du coup les gens se sont intéressés à Fulcanelli parce que Bergier et Poels parlent de Fulcanelli, avancent une hypothèse sur son identité. Bergier prétend l'avoir rencontré. Voilà, Bergier dit l'avoir rencontré dans un... Toi, t'as découvert ce mystère-là par ce bouquin de 62. Alors moi, c'est une histoire rigolote, c'est que quand j'avais 18 ans, c'était il y a 4-5 mois. Il y a 4-5 mois, en Hippocagne, tous les midis, quand je déjeunais, j'allais dans un square qui était à côté de mon lycée, et je bouquinais. Et un jour, je suis en train de bouquiner un bouquin d'ésotérisme à la con, un truc de Gérard de Sède, je pense, ou voilà. Et là, il y a un jardinier que je voyais régulièrement avec son râteau et tout, avec un costume de jardinier, qui arrive, qui me voit et qui dit « Vous savez, ce que vous lisez là, c'est pas terrible, vous feriez mieux de lire ça. » C'est limite le début d'un roman, en fait. Je le mets dans mon roman. Et là, il sort de sa besace, il sort Le Mystère des cathédrales, il me dit « Vous devriez lire ça. Si vous voulez lire quelque chose d'intelligent sur ce sujet, lisez plutôt ça. » Et le jardinier, tu vois. Donc moi je dis je prends. C'était l'édition de Pauvert, donc une assez belle édition. C'était pas l'édition originale, mais tu vois, c'était vraiment le vieux livre et tout. Et moi du coup, déjà il y a tout un côté romanesque. Le truc avec un vieux jardinier qui te file ça. Alors le truc, il me dit vous me le rapporterez dans 2-3 semaines. En fait, je le lis dans la nuit. Je suis fasciné par le bouquin. Je le ramène le lendemain. Je lui dis mais pourquoi vous m'avez donné ça et tout. Et en fait, je l'ai revu 7 ou 8 fois, tu vois. C'était Bernard Werber qui était déguisé en jardinier. J'ai revu le jardinier. Il paraît que quand t'es revenu le lendemain, on t'a dit, mais il n'y a jamais eu de jardinier. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais attends, c'est presque ça. C'est que le mec, petit à petit, commence à m'expliquer que lui, il est alchimiste, qu'il fait de l'alchimie dans sa cave, qu'il habite en banlieue, et que voilà, pour gagner sa vie, il est jardinier la journée, mais que le soir, quand il rentre, voilà. Et puis un jour, il a disparu, vraiment. C'est-à-dire que je l'ai plus jamais revu, voilà. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'était devenu ce mec. Alors d'ailleurs, s'il est encore en vie, ça m'étonnerait, mais bon. Et qui nous entend, qu'il appelle tout de suite l'émission. Qu'il appelle la hotline sur le 3615 plus ou moins geek. Mais ceci étant dit, je trouve ça, ces petits moments-là, on peut pas s'empêcher de se dire pourquoi ça, à ce moment-là, comment c'est possible, quoi. Mais moi, ça m'a ouvert, c'est-à-dire que depuis cette époque-là, je me suis vraiment passionné pour l'ésotérisme en général, sans jamais y adhérer, tu vois. J'ai toujours gardé une espèce de
De distance. etc. Mais plutôt un regard analytique et qui me fascine parce qu'évidemment, il y a un syncrétisme dans tout ça. Il y a toujours tu trouves tout le temps des analogies entre toutes les religions, entre toutes les spiritualités, entre tout. Voilà, moi, ça me fascine. Tu l'as écrit dans quelles conditions d'ailleurs, justement, ce livre? Tu l'as écrit assez rapidement ou non, ça a quand même mûri depuis le. Non, parce que d'abord, ça fait depuis cette époque que je garde des notes à ce sujet. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, par hasard, je suis tombé sur un document qui, de fil en aiguille, m'a conduit à demander à un généalogiste de faire des recherches. Et ces recherches sont abouties sur quelque chose que moi je considère comme une grosse découverte sur l'identité de Fulcanelli. Et je me suis dit, faut que j'en fasse un livre. Là, t'as la petite pierre qui manquait. J'ai quasiment la conviction d'avoir découvert qui c'était. Pourquoi pas avoir fait un essai, justement, et pourquoi avoir fait une fiction Parce que je suis écrivain de romans et que je trouve ça plus sexy, d'abord. Et puis, j'ai beaucoup de documents sur le sujet que je serais ravi de laisser, de confier à quelqu'un, à un historien, tu vois. Il y a beaucoup de critères pour essayer d'identifier Fulcanelli. Il y a eu beaucoup de critères sur les endroits où il a séjourné, la date à laquelle il est né, à laquelle il est mort, les gens qu'il a rencontrés, le fait qu'il a la Légion d'honneur, le fait qu'il a la médaille militaire de 1871 et tout. Bon, il y a plein de critères. Et toutes les hypothèses qui ont été avancées répondent toujours à 70, 80 ou 90% de ces critères. Et il se trouve que moi, j'ai trouvé un personnage historique qui n'est pas très connu, qui n'avait jamais été avancé, qui lui répond à 100% des critères. Alors, ça ne veut pas dire que c'est lui. En tout cas, c'est aujourd'hui, parmi toutes les hypothèses qui ont été avancées, c'est celle qui colle le mieux. Maintenant, il faut qu'un historien vienne confirmer. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de vous l'offrir. Non, vous allez vous l'acheter d'ailleurs. Ouais. Vous allez l'acheter pour savoir. C'est vrai que c'est intriguant. Ah oui, c'est intriguant. Ouais. C'est intriguant. Je vous laisse intriguer entre vous. Allez, tout de suite la shopping list, on se retrouve juste après pour la fin, the end of the emission. Je crois qu'il est temps que je vous explique comment j'ai choisi les BD de la shopping list. Ce qu'il vous faut, une bougie, des livres, un verre à bière et appeler les esprits. Esprit, es-tu là? Aide-moi à choisir ce livre. Ah oui, il est là. Secret Invasion, c'est chez Panini Comics. Une histoire comme je les aime, puisque moi je n'ai pas lu les 45 000 autres comics qui racontent les origines, les crossovers, les super-héros et comment ils ont grandi, leur papa, leur maman, leur mamie, leur chien super-héros. Non, là c'est une histoire bouclée, c'est l'histoire des Skrulls. Ce sont des extraterrestres qui vont venir sur Terre et prendre l'apparence de nos plus grands super-héros. En plus, très pratique, le bouquin a un format de 26 cm sur 17 cm sur 1,6 cm. C'est-à-dire que si tu as une poche de pantalon qui fait 26,5 cm, 17,5 cm et 1,7 cm de profondeur, il rentre dedans. Hit Girl, c'est chez Panini Comics et c'est le prologue de Kick-Ass 2. Vous savez, ce film qui est une bouse internationale. Eh ben écoutez, le comics est à peu près dans les mêmes eaux. Graphiquement, c'est pas très beau, l'histoire on se fait un peu chier, mais... Ah, attendez, j'ai un petit coup de fil. Oui, Hit Girl? Ah, c'est Hit Girl, c'est... Oui? Ah non, j'ai rien dit. Ah non, j'ai rien... Ah, c'est pas moi, j'ai rien dit surtout... Petrograd chez Urban Comics. Alors, vous allez découvrir dans ce bouquin qui a tué Rasputin et qui est Rasputin et pourquoi ce monsieur-là a un pistolet. En tout cas, c'est écrit par Tyler Crook et Philippe Gélat. Je ne sais pas si c'est parce que leurs noms sont étranges que la colorisation est étrange, mais en tout cas, je n'accroche pas. Scotlandia, tome 2 chez Soleil. Voilà un petit mix que j'adore, qui fait un peu vibrer mon cœur de tueur en série en devenir. Une équipe d'enquêteurs bien chelous en 1889 à Londres va enquêter sur des crimes bien branques. Branque est un mot pas facile à placer dans sa phrase. En tout cas, voilà, je vais vous montrer la première page et vous allez me dire « Oh, j'ai trop envie de le voir !»« Oh là là, comment j'ai trop envie de le voir !» Kanungar, c'est chez Glénat. Aux confins de l'Europe nordique, la menace est partout. Les centaures, les ennemis mortels des Vikings ont réussi à franchir le mur qui les séparait justement des Vikings. Un univers graphique extraordinaire, des Vikings bien burnés. Et après lecture de ce bouquin, ma mère a quitté mon père pour un Viking. C'est dire si ça marche. Les enfants d'Evernight, c'est chez Castelmore et ce tome 1 s'appelle De l'autre côté de la nuit. Alors je fais déjà remarquer que de l'autre côté de la nuit, on ne voit rien puisqu'il fait noir. Donc déjà c'est une contradiction. Ensuite, laissez-moi vous lire le pitch. Pour échapper à la pension, Camille fait un vœu la veille de son 13e anniversaire avant de s'endormir. Ne plus jamais se réveiller. Lorsqu'elle rouvre les yeux, elle découvre que son souhait s'est réalisé. La voici à Evernight, le monde des rêves. Alors moi aussi, je vais m'endormir pour aller à Evernight. Allez, on va tester si ça marche. Non, bah en fait non, je suis mort comme un con. Esprit, est-ce que je dois parler de l'aspirateur R2D2 à 1337 € quand même? Non, arrête.
Arrête, mais... Ça suffit, hein. 10 fois qu'il se promène devant le livre de Laurent Kessy, ça suffit maintenant. Quoi que j'aurais dû m'en douter, un verre à bière ne peut être qu'attiré que par l'œuvre de Laurent Kessy. Allez, on repart en plateau. Je vous rassure, pendant la shopping list, Henri n'a rien dévoilé sur le personnage qui était ciblé. Henri, on arrive à la fin de l'émission. Je vais déjà demander à mes petits je vais demander déjà à mes petits camarades de voter respectivement pour l'un d'entre eux. Rurik. Nicolas Sarkozy. Ah, c'est pas ça que tu me demandais, pardon. Oui, ça, on sait que t'as voté Nicolas Sarkozy. Alors ça m'étonnerait. Et pas qu'une fois. Plutôt crever. Vas-y. Non, je me demandais juste si la réponse était sur le bras de monsieur, si on analysait ces signes kabbalistiques bizarres. Alors, je Robert Plant, je pense. Ça, c'est des vrais geeks. J'étais pas né, moi. Non, moi, je suis obligé de voter pour... Alors, cette série, il y a vraiment pas moyen. Je pense que quand je tombais dessus à l'époque, je disais, mais qu'est-ce que c'est cheap. Et je vais zapper direct. Donc là, ça m'intrigue beaucoup, ce... Donc, allô, Jones. Voilà. Allô Joe. Allô moi j'ai voté pour Rurik parce que j'ai envie. Parce que tu aimes le mauvais goût. J'aime le. Non mais ça. En fait le truc c'est que j'étais quand même fan de films gore quand j'étais ado. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un vrai film gore. Je pense que je me suis plus concentré sur l'horreur et l'épouvante ensuite. Et là tu m'as donné envie de remater un truc vraiment où il faut pas avoir mangé avant quoi. Un nouveau point pour Ebola Syndrome. Voilà. Laurent. J'ai vu Lois et Clark que j'aimais bien, moi. C'était. C'est pas ce que t'es fait. Mais j'ai envie de me faire un bon plateau repas. Un beau TV dinner. Plein de spaghettis bolognaise avec Ebola Syndrome. Ça fonctionne. Et Henri, c'est à toi de te prononcer. Pas de langue de bois. Ouais. J'aime pas de donner des notes. Du coup, je vais être obligé de dire quelque chose de gentil pour tout le monde. Alors, toi, t'as la plus belle voix. Oh, c'est adorable. Toi, t'as la plus belle montre. Ah, c'est flic-flac, elle est immonde. Mais j'ai vraiment envie de voir Ebola Syndrome. Donc, Ebola Syndrome. Ouais. Qu'est-ce que j'ai de beau Tes cheveux. Ah, merci. Allez, je rapproche de Bernard. Je profite de cette dernière vanne pour vous rappeler que le mystère Fulcanelli est disponible dans toutes les bonnes librairies et boucheries et charcuteries. Vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter. Ouais, non mais ça fait plusieurs émissions que j'ai un public qui m'est entièrement dévoué. C'est une petite secte. Allez, on poursuit l'aventure sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Parlez de cette émission bien évidemment tout autour de vous, sauf si vous êtes seul, ça n'a aucun intérêt. Je vous rappelle également que pour nous... Allez. Là, c'est la meilleure vanne de l'émission. Et comme je l'ai pas entendu, j'ai envie de rester sur cette note positive. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.